Et la fête de fin d'année de ma femme. Son collègue s'est vanté de sa maîtresse mariée, sans savoir que j'étais son mari. 3 semaines plus tard, mon fils s'est effondré. Le test hospitalier qui lui a sauvé la vie a révélé une vérité qui a détruit tout ce que je croyais savoir. Puis j'ai trouvé son box de stockage secret, rempli de sacs de créateurs d'une valeur de 80 000 $ qu'elle n'avait jamais porté à la maison. Je m'appelle Ryan Cooper. J'ai 42 ans, et depuis 16 ans, je travaille comme ingénieur en télécommunications pour Verizon. Le poste paie bien. Près de 6 chiffres avec les heures supplémentaires, mais il exige tout. Les semaines de 80 heures n'étaient pas rares. Je justifiais tout cela en me disant que je construisais quelque chose pour ma famille. Ma femme Amanda, que tout le monde appelle Mandy, semblait comprendre. Elle travaillait comme contrôleuse financière dans une entreprise technologique de taille moyenne en centre-ville. Nous avions 2 enfants. Lily, 5 ans, avec les cheveux blonds de sa mère, et Jacques, 3 ans, qui avait mon menton obstiné. Ce soir de décembre a commencé assez normalement. Mandy a passé 2 heures à se préparer, ce qui aurait dû être mon premier indice. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose d'élégant qui épousait sa silhouette d'une manière qui me rappelait pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Son maquillage était impeccable. Ses cheveux coiffés en vagues souples. « Tu es incroyable », lui ai-je dit. Alors que nous marchions vers la voiture, elle m'a à peine jeté un regard. « Merci. Ne me fais pas honte ce soir, d'accord ? Ces gens sont importants pour ma carrière. » Le lieu était une salle de bal d'un hôtel de luxe du centre-ville de Seattle. Lustre en cristal et serveurs portant des plateaux de hors-d'œuvre que je ne pouvais pas prononcer. Mandy s'est immédiatement tendue en entrant, ses yeux scrutant la foule avec une intensité qui m'a noué l'estomac. Elle m'a présenté à peut-être 3 personnes avant de disparaître dans un groupe de collègues, me laissant en plan près du bar. Je sirotais une bière en la regardant évoluer dans la pièce. Elle était animée d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois, riant aux blagues, touchant des bras, complètement dans son élément. J'avais l'impression d'être un meuble qu'elle avait traîné là pour les apparences. Puis ce type m'a approché. Grand, athlétique, portant un costume cher qui criait le cadre commercial. Il avait cette confiance facile de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. « Salut mec, t'as l'air aussi ravi d'être ici que moi », a-t-il dit avec un grand sourire, en tendant la main. Craig Williams, département marketing. Je l'ai serré. Ryan, je suis ici avec ma femme. Elle travaille dans la finance. Ah, le club des plus sains. Craig a ri. Il avait déjà quelques verres dans le nez, à en juger par la façon dont il se balançait légèrement. Je comprends. Ces trucs sont brutaux. L'open bar aide, hein. Nous avons bavardé de sport, du temps, des sujets de conversation typiques entre hommes. Il semblait assez amical. Juste un autre drone d'entreprise comme tous les autres ici. Puis il s'est penché plus près, baissant la voix. Je peux te dire un truc ? D'homme à homme. Ses yeux avaient cette lueur, comme s'il était sur le point de partager le plus grand secret du monde. J'ai haussé les épaules. Bien sûr. J'ai un truc en cours, a-t-il dit en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, avec quelqu'un du travail. Ça pimente la vie, tu vois. Chaque instinct me disait de m'éloigner, mais quelque chose me retenait. C'est vrai ? Ouais, elle est mariée. En fait, continua Craig, ses mots commençant à s'empâter, ça rend les choses excitantes. Les cachotteries, le risque. Son mari travaille tout le temps, il est complètement déconnecté. Le pauvre gars n'a aucune idée de ce que sa femme fait quand il n'est pas là. Ma poitrine s'est serrée. Ça a l'air compliqué. Non, elle rend ça facile. C'est une femme intelligente. Elle sait comment garder les choses séparées. Elle fait la professionnelle ici au travail, mais après les heures, il a sifflé doucement. Un vrai volcan. On a tout un système. Elle dit à son mari qu'elle travaille tard, et on se retrouve dans un endroit de l'autre côté de la ville. Ça dure depuis presque 1 an maintenant. La pièce semblait plus petite, plus chaude. J'ai forcé ma voix à rester neutre. Son mari ne se doute vraiment de rien. Craig a ri assez fort pour que quelques têtes se tournent. Le type est complètement largué. Elle l'a enroulé autour de son petit doigt, joue la bonne épouse à la maison, puis vient me voir pour ce qui lui manque vraiment. C'est parfait. Qu'est-ce qui lui manque, ai-je demandé,
la mâchoire crispée. L'excitation. La passion. Quelqu'un qui fait vraiment attention à elle. Il a pris une autre gorgée de son verre. Elle dit que son mari est marié à son travail, qu'il bosse tout le temps, qu'il remarque à peine son existence. On ne peut pas vraiment lui en vouloir de chercher ailleurs. J'avais envie de le frapper. Au lieu de ça, j'ai pris une lente inspiration et j'ai demandé, que fait-elle ici dans l'entreprise? Contrôleuse financière, a dit Craig. Puis ses yeux se sont illuminés comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'hilarant. En fait, anecdote marrante, elle est là ce soir. Tu veux que je te la montre? Tu ne devinerais jamais que c'est elle. Elle a l'air si innocente. Mon cœur s'est arrêté. Tout autour de moi est devenu flou, à l'exception du visage de Craig, qui souriait toujours comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. À cet instant, de l'autre côté de la pièce, Mandy a levé les yeux et a croisé mon regard. Elle a souri. Ce même sourire qu'elle me donnait chaque matin avant que je parte travailler. Craig a suivi mon regard. Oh, mec, la voilà. Amanda Cooper. Tu vois ce que je veux dire? On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais crois-moi. C'est ma femme, ai-je dit tranquillement. La couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Quoi? Amanda Cooper. C'est ma femme. Je suis son mari. J'ai posé ma bière avec précaution, de peur d'écraser le verre. Le type largué qui travaille tout le temps. Craig a reculé en trébuchant, manquant de renverser un serveur. Écoute, mec, je n'en savais rien. Je te jure qu'elle n'a jamais dit le nom de son mari. Je ne savais pas. Mais je m'éloignais déjà, les mains tremblantes, mon esprit rejouant chaque mot qu'il avait prononcé. De l'autre côté de la pièce, Mandy souriait toujours, jouant toujours son rôle à la perfection. Elle n'avait aucune idée que son collègue venait de tout raconter à son mari, complètement inconscient de la personne à qui il parlait. La fête continuait autour de moi, musique, rire et cliquetis de verre, mais tout ce que j'entendais, c'était la voix de Craig qui résonnait dans ma tête. Ça dure depuis presque 1 an maintenant. Je n'ai pas confronté Mandy à la fête. Une partie de moi voulait traverser cette salle de bal et tout exposer là, devant ses collègues et son patron. Mais j'avais appris il y a longtemps que l'émotion sans stratégie ne fait que vous faire paraître faible. Alors je suis resté silencieux, l'observant de l'autre côté de la pièce tandis que Craig disparaissait dans la foule comme le lâche qu'il était. Mandy m'a trouvé 20 minutes plus tard, glissant son bras dans le mien avec une aisance calculée. « Tu t'amuses » a-t-elle demandé, sa voix légère et joyeuse. J'ai regardé ses cheveux soigneusement coiffés, son maquillage parfait, cette robe qu'elle avait mis 2 heures à enfiler. Tout ça pour lui. Ça a été instructif, ai-je dit. Elle n'a pas saisi le ton sec de ma voix. Bien. Écoute, je dois rester un peu plus longtemps, réseauter avec des gens. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Chaque mot sortant de sa bouche semblait être un autre mensonge s'ajoutant à la fondation de tromperie qu'elle avait bâtie. Je voulais lui demander comment elle faisait, comment elle pouvait me regarder dans les yeux et sourire tout en couchant avec un autre homme. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Bien sûr, prends ton temps. Le trajet de retour, 2 heures plus tard, a été silencieux. Mandy faisait défiler son téléphone, probablement en train de lui envoyer des SMS, tandis que je serrais le volant en me concentrant pour ne pas nous enrouler autour d'un poteau téléphonique. Mon esprit passait en revue l'année écoulée, réexaminant chaque nuit tardive au travail, chaque voyage d'affaires, chaque fois où elle avait semblé distante ou distraite. « Tu es silencieux », a finalement dit Mandy alors que nous entrions dans notre allée. Juste fatigué. À l'intérieur, Isabella Torres, notre nounou, attendait dans le salon. Elle était avec nous depuis 2 ans, une femme discrète d'une 50aine d'années, venue du Mexique, qui envoyait la majeure partie de son salaire à sa famille à Guadalajara. Les enfants l'adoraient. Et honnêtement, elle gérait notre foyer mieux que Mandy et moi réunis. Comment était-il? Demanda Mandy, se dirigeant déjà vers l'étage. Bien, ils dorment tous les deux, dit doucement Isabella. Mais elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De l'inquiétude, peut-être, ou de la culpabilité. Après que Mandy a disparu dans notre chambre, Isabella s'est approchée de moi avec hésitation. « Monsieur Cooper, je dois vous parler » a-t-elle dit, son accent trahissant sa nervosité. « À propos de Madame Cooper ?» Mon estomac s'est noué.
Quoi à son sujet? Les mains d'Isabella se tordaient. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais elle a dit qu'elle me ferait expulser si je disais quoi que ce soit. Je suis tellement désolé, mais je ne peux plus me taire. La pièce a tourné. De quoi parlez-vous? Ses yeux se sont remplis de larmes. Cet homme, Craig, il est venu ici, à la maison. Quand vous êtes au travail. Je les ai vus ensemble de nombreuses fois. Et juste comme ça, le couteau que Craig m'avait planté dans le dos à la fête s'est enfoncé plus profondément. Je me suis assis lourdement sur le canapé, mes jambes soudain incapables de me soutenir. Isabella est restée debout, se tordant les mains, des larmes coulant sur son visage. Dites-moi tout, ai-je dit tranquillement. Elle a pris une inspiration tremblante. Ça a commencé il y a environ 10 mois. Madame Cooper m'a dit un jour qu'un collègue passerait pour déposer des documents de travail. Mais quand il est arrivé, ils n'ont regardé aucun papier. Ils sont montés dans votre chambre. Mes mains se sont serrées en poing. Combien de fois? Plusieurs fois, monsieur Cooper. Une fois par semaine, parfois plus. Toujours les mardis et jeudis, quand vous travaillez tard sur les installations de pylônes. La voix d'Isabella s'est brisée. J'ai voulu vous le dire tant de fois, mais elle m'a surprise un jour l'air contrarié. Elle m'a prise à part et m'a dit que si je vous disais quoi que ce soit, elle appellerait l'immigration et signalerait que mes papiers étaient faux. Elle a dit que je serais expulsé et que je ne reverrais plus jamais ma famille. Vos papiers ne sont pas faux, n'est-ce pas? Non, ils sont vrais. Mais j'avais si peur. J'ai 3 enfants là-bas qui dépendent de l'argent que j'envoie. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Je suis tellement désolé, monsieur Cooper, j'aurais dû être plus courageuse. Je me suis levé et j'ai posé une main sur son épaule. Isabella, vous avez fait ce que vous deviez faire pour protéger votre famille. Je ne vous blâme pas, mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez. Date, heure, tout ce qu'ils ont dit. Au cours de l'heure suivante, Isabella m'a raconté des détails qui m'ont retourné l'estomac. Craig avait été dans ma maison, dans mon lit, avec ma femme, pendant que mes enfants jouaient en bas. Pendant que je travaillais 70 heures par semaine pour payer cette maison, cette vie, Mandy faisait entrer son amant dans notre foyer. Il y a autre chose, a dit Isabella avec hésitation. J'ai remarqué que Madame Cooper achetait des choses chères. Des sacs à main de créateurs, des bijoux, de beaux vêtements, mais elle ne les portait jamais ici. Elle les emmenait dans sa voiture et je ne les revoyais plus jamais. Où les gardait-elle? Je ne sais pas, mais je l'ai entendue au téléphone une fois parler à quelqu'un d'un box de stockage. Elle riait en disant que vous ne le trouveriez jamais. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour la première fois en 3 ans. Mandy était déjà partie pour son bureau, m'embrassant sur la joue comme si tout était normal. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au bout de la rue. Puis j'ai commencé à chercher. Ça a pris 2 heures, mais j'ai trouvé ce que je cherchais dans le tiroir verrouillé de son bureau. Je n'avais jamais été du genre à fouiner, mais les situations désespérées exigent des coupe-boulons du garage. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires pour un compte dont j'ignorais l'existence, des factures de carte de crédit pour une voiture à son nom seul, et une clé avec une étiquette de Safekeep. Les relevés montraient des dépenses qui ont fait bouillir mon sang. Des milliers de dollars chez Nordstrom, Tiffany, Chanel, des chambres d'hôtel en centre-ville, des dîners coûteux. Et puis je l'ai vu. Un retrait de 45 000 $ de notre compte d'épargne commun il y a 6 mois. L'argent que ma mère m'avait laissé à sa mort l'année dernière. L'argent que nous avions convenu d'épargner pour les études de Lily et Jacques. Je suis resté assis là, à regarder les preuves de sa trahison, et quelque chose en moi a changé. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant rejointe par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Elle avait volé l'avenir de nos enfants pour financer sa liaison. Elle avait menacé Isabella pour la faire taire. Elle avait transformé notre maison en son terrain de jeu. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, puis j'ai tout remis soigneusement en place, exactement comme je l'avais trouvé. Mandy ne devait pas savoir que je constituais un dossier. Pas encore. Le centre de stockage Safekeep se trouvait dans un quartier malfamé de la ville que je n'avais jamais eu de raison de visiter. J'ai trouvé le box 247 au fond. J'ai utilisé la clé que j'avais copiée ce matin-là et je suis entré. L'espace faisait peut-être 3 mètres sur 3, et il était rempli de sacs de courses et de boîtes.
J'ai allumé la lumière et j'ai senti ma mâchoire se crisper. C'était laquelle avait tout caché. J'ai commencé à tout passer en revue systématiquement, documentant chaque chose avec l'appareil photo de mon téléphone. 15 sacs à main de créateurs, certains encore avec leurs étiquettes de prix, un sac Hermès Birkin qui coûtait probablement plus cher que mon camion, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Des boîtes à bijoux de Tiffany et Cartier contenant des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles que je ne l'avais jamais vu porter. Des chaussures, des dizaines de paires d'escarpins Christian Louboutin avec leurs semelles rouges emblématiques. Chaque article était comme une autre gifle. Pendant que je mangeais des sandwichs préparés sur des pylônes de téléphonie mobile pour économiser de l'argent, elle dépensait des milliers de dollars en produits de luxe pour impressionner son amant. Au fond, j'ai trouvé quelque chose qui rendait tout le reste insignifiant. Une boîte à chaussures remplie de reçus et un grand livre manuscrit de l'écriture soignée de Mandy. Elle avait suivi ses dépenses, probablement pour s'assurer de ne pas dépasser un budget qu'elle s'était fixé. Le total, écrit à l'encre rouge en bas de la dernière page, m'a fait m'asseoir lourdement sur une boîte. 87 340 $. 87 000 $. Ce n'était pas seulement l'héritage de ma mère. Elle prélevait de l'argent de nos comptes depuis près d'1 an. J'ai vérifié les dates sur le calendrier de mon téléphone. Chaque fois que j'avais fait un double service. Chaque fête que j'avais manqué avec les enfants. Chaque fois que je leur avais dit que nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose qu'ils voulaient. Elle était là, à acheter des articles de luxe à porter pour Craig. J'ai tout photographié. Chaque reçu, chaque page de son registre, chaque étiquette de créateur. Puis j'ai chargé certains des articles les plus chers dans mon camion, non pas pour les voler, mais pour les mettre en sécurité. Des preuves pour le divorce qui, j'en étais maintenant certain, allaient arriver. Alors que je verrouillais le box et que je partais, mon téléphone a sonné. Le nom de Mandy s'est affiché à l'écran. « Salut chérie » dit-elle quand j'ai répondu, sa voix écœurante de douceur. « Tu peux prendre le dîner en rentrant ? Je suis en retard au travail. » « Bien sûr » ai-je dit, la voix plate. « Pas de problème. » « Tu vas bien ? Tu as l'air bizarre. »« Juste fatigué. Une longue journée. »« Eh bien, essaie de te requinquer avant de rentrer. Les enfants voudront voir leur papa sourire. » J'ai raccroché et j'ai serré le volant. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Mais je n'étais pas encore prêt à la déchaîner. J'avais besoin de plus. J'avais besoin que tout soit bétonné pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir ou retourner la situation contre moi. Quand je suis rentré ce soir-là avec des pizzas, Mandy m'a accueilli avec un baiser. Lily et Jacques ont couru pour serrer mes jambes. Isabella m'a lancé un regard entendu depuis la cuisine. J'ai souri et joué mon rôle, mais à l'intérieur, j'avais déjà 3 longueurs d'avance, planifiant exactement comment j'allais démanteler la vie qu'elle avait construite sur des mensonges. 2 semaines après avoir découvert le box de stockage, j'ai pris une décision qui me rongeait depuis cette nuit à la fête. J'avais besoin de savoir si Jacques était mon fils. La pensée s'était insinuée lentement, empoisonnant tout. Jacques avait 3 ans. La liaison de Mandy avec Craig durait depuis près d'1 an, mais qui savait depuis combien de temps avant ça ? Elle était distante depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Et Jacques, d'où étais-tu Jacques, avec ses cheveux foncés et ses yeux marrons qui ne ressemblaient en rien au blond et au bleu de Lily ? Et s'il n'était pas de moi ? J'ai commandé un kit de test de paternité en ligne, payé un supplément pour une expédition accélérée et un emballage discret. Quand il est arrivé, j'ai attendu que Mandy emmène Lily à son cours de danse un samedi matin. Isabella était en week-end. Il n'y avait que Jacques et moi dans la maison. Et, mon pote, viens ici, les jeux appelaient de la cuisine. Jacques est venu en trottinant, serrant son camion jouet. Jouet, papa. Dans 1 minute, champion. D'abord, ouvre grand. Dis à point. J'ai frotté l'intérieur de sa joue rapidement, efficacement, avant qu'il ne puisse protester. Bon travail. Tiens, prends un biscuit. J'ai frotté ma propre joue, j'ai tout scellé dans l'enveloppe prépayée et je l'ai déposé immédiatement au bureau de poste. Le laboratoire promettait des résultats en 5 à 7 jours ouvrables. Ce furent les jours les plus longs de ma vie. Je faisais les choses machinalement. Travail, maison, dîner, rituel du coucher. Mais chaque fois que je regardais Jacques, je ressentais un horrible mélange d'amour et de doute. Et s'il n'était pas de moi ?
Et si j'avais passé 3 ans à aimer un enfant qui appartenait à Craig? Et pire, et si je découvrais qu'il n'était pas de moi et que je réalisais que ça n'avait pas d'importance parce que je l'aimais quand même? Pendant ce temps, j'avais discrètement rassemblé plus de preuves. J'avais engagé mon propre détective privé, un type nommé Tom, qui m'avait été recommandé par un avocat que j'avais consulté. Tom suivait Mandy et Craig depuis une semaine, documentant leur rencontre dans des hôtels, des restaurants et l'appartement que Craig avait de l'autre côté de la ville. Votre femme n'essaie pas vraiment de se cacher, m'a dit Tom lors d'une de nos rencontres dans un café loin de mon quartier. Il a fait glisser un dossier sur la table. Il se voit tous les mardis et jeudis comme sur des roulettes. Parfois les vendredis aussi. Les photos m'ont retourné l'estomac. Mandy et Craig se tenant la main en entrant au Fairmont, s'embrassant dans sa voiture dans un parking, entrant ensemble dans son immeuble à 14 heures. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a dit Tom avec précaution. J'ai fait quelques recherches sur la situation professionnelle de votre femme. Il paraît qu'il y a une enquête interne dans son entreprise. Des irrégularités financières. Ma tête s'est redressée. Quel genre d'irrégularité? Le genre qui implique de l'argent qui disparaît des comptes de l'entreprise. J'ai un contact dans leur service informatique qui dit que les auditeurs épluchent son dossier depuis un mois. Je me suis adossé, digérant l'information. Elle vole son entreprise. On dirait bien. Je ne peux pas l'affirmer, mais là où il y a de la fumée. Tom a haussé les épaules. Je pensais que vous devriez le savoir. Ça pourrait être utile pour le divorce. Divorce. Le mot semblait encore irréel, même si je le planifiais chaque jour. Ce soir-là, Mandy était d'une humeur inhabituellement bonne. Elle avait préparé le dîner, un vrai dîner, pas des plats à emporter, et n'arrêtait pas d'essayer de m'engager dans une conversation sur sa journée. Je ne lui ai rien donné, juste des réponses d'un mot en poussant la nourriture dans mon assiette. « Tu as été si distant dernièrement », a-t-elle dit, tendant la main sur la table pour toucher la mienne. « Quelque chose ne va pas au travail ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était douée pour ça, le rôle de l'épouse inquiète. Son visage ne montrait rien d'autre qu'une inquiétude sincère. Si je ne savais pas, j'aurais cru qu'elle s'en souciait vraiment. « Le travail va bien », ai-je dit en retirant ma main. « Juste fatigué. »« Tu es toujours fatigué ces derniers temps », a-t-elle soupiré. « Peut-être qu'on devrait prévoir des vacances, juste nous deux. Ma mère pourrait garder les enfants pour un long week-end. » L'audace de la proposition m'a presque fait rire. Elle voulait partir en vacances tout en couchant avec Craig, tout en volant son entreprise, tout en élevant potentiellement l'enfant d'un autre homme sous mon toit. Peut-être, ai-je dit de manière évasive. 5 jours plus tard, l'email est arrivé. J'étais au travail, en haut d'un pylône de téléphonie mobile pour une maintenance de routine, quand mon téléphone a vibré. L'objet disait « Résultat du test ADN, confidentiel ». Je suis descendu si vite que j'ai failli glisser sur l'échelle, je me suis assis dans mon camion les mains tremblantes et j'ai ouvert la pièce jointe. Les mots se sont d'abord brouillés, puis une phrase a sauté aux yeux avec une clarté cristalline. Probabilité de paternité, 0%. Le père présumé est exclu en tant que père biologique de l'enfant. Jacques n'était pas de moi. Je suis resté assis dans mon camion, garé près d'un pylône au milieu de nulle part, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas Jacques. Pas mon petit garçon qui m'appelait le papa et courait vers moi chaque soir pour les histoires du soir. Pas l'enfant que j'avais promené dans la maison à 3 heures du matin quand il avait des coliques. Pas mon fils. Sauf qu'il était mon fils. L'ADN ne changeait rien à 3 ans d'amour. Mais Mandy, elle m'avait laissé croire un mensonge. Elle m'avait regardé créer des liens avec un enfant qui n'était pas de moi et n'avait rien dit. Elle m'avait volé ce choix. J'ai immédiatement appelé Tom. J'ai besoin que tu découvres tout sur Craig Williams, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage à peine contenue. Où il vit, où il a ses comptes en banque, s'il a la moindre idée qu'il a un fils, tout. Qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Tom. Fais-le, c'est tout. Et intensifie la surveillance. Je veux connaître chacun de leurs mouvements. Ce soir-là, j'ai regardé Jacques différemment. Non pas parce que je l'aimais moins ou je ne pourrais jamais l'aimer moins, mais parce que chaque fois que je voyais son visage, la trahison de Mandy me revenait en mémoire d'une toute nouvelle manière. L'enquête sur le détournement de fonds de Mandy a éclaté au grand jour 3 semaines après que j'ai reçu les résultats de l'ADN. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné,
un numéro inconnu. Monsieur Cooper, ici le détective Sarah Michael du département de police de Seattle, division des crimes en col blanc. Je dois vous parler de votre femme, Amanda Cooper. Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Nous enquêtons sur une fraude financière chez son employeur. Je crois comprendre que vous partagez des comptes bancaires avec Madame Cooper. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de certaines transactions que nous avons signalées. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un bâtiment gouvernemental sans âme du centre-ville. Le détective Michael était une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, qui m'a tout exposé avec une précision méticuleuse. Mandy avait créé de faux comptes de fournisseurs et approuvé des paiements à leur nom pendant plus de 8 mois. L'argent avait été acheminé vers un compte personnel qu'elle avait ouvert sous un nom légèrement différent, Amanda L. Cooper au lieu de Amanda Rose Cooper. Le total s'élevait à 132 000 $. Nous pensons qu'elle a utilisé les fonds pour des dépenses personnelles, a déclaré Michael en me montrant les relevés. Produits de luxe, hôtels, restaurants. Étiez-vous au courant de tout cela? Non, ai-je dit honnêtement, mais j'ai des informations qui pourraient être pertinentes pour votre affaire. Je lui ai parlé du box de stockage, des sacs et bijoux de créateur, du registre de ses dépenses. Je lui ai donné des copies de tout ce que j'avais photographié. Michael a pris des notes rapidement. C'est très utile, Monsieur Cooper. Je dois vous demander, prévoyez-vous de divorcer de votre femme? Oui. Alors vous devez savoir que si des poursuites sont engagées, cela pourrait avoir un impact sur les négociations de règlement. Elle pourrait risquer une peine de prison. J'ai hoché la tête lentement, digérant l'information. Mandy n'allait pas seulement me perdre. Elle allait tout perdre. La même semaine, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Mark Patterson était mon superviseur depuis 8 ans. Un type juste qui m'avait toujours soutenu. Ryan, assieds-toi, a-t-il dit, l'expression grave. Nous devons parler. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je reçois des appels du service juridique de l'entreprise de votre femme. Ils posent des questions sur vous, essaient de savoir si vous étiez impliqué dans les activités d'Amanda. Il a levé la main avant que je puisse parler. Je leur ai dit que vous êtes l'une des personnes les plus honnêtes que je connaisse, mais l'image n'est pas bonne. Le siège est nerveux à cause de cette association. Vous me virez, ai-je demandé sans détour. Mark a soupiré. Pas encore. Mais je subis des pressions. Si cela se transforme en affaire criminelle et que votre nom y est mêlé, je n'aurai peut-être pas le choix. Je suis désolé, Ryan. Je sais que ce n'est pas de votre faute. J'ai quitté son bureau avec l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. J'étais sur le point de perdre ma femme, mon travail et peut-être ma maison. Et j'avais 2 enfants qui dépendaient de moi. L'un qui n'était même pas biologiquement le mien, mais que j'aimais comme s'il l'était. Quand je suis rentré ce soir-là, Mandy faisait les 100 pas dans la cuisine, son téléphone collé à l'oreille. Elle a raccroché brusquement quand elle m'a vu. Nous devons parler, a-t-elle dit, le visage pâle. De quoi? L'entreprise m'a viré aujourd'hui. Ils disent que j'ai volé de l'argent, mais ce n'est pas vrai. Ryan, je te jure que c'est faux. Quelqu'un me tend un piège. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais épousée, et j'ai vu une étrangère. Vraiment? C'est l'histoire que tu as choisie. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais tout, Amanda. La liaison avec Craig, le box de stockage, le détournement de fonds, les faux comptes, tout. La couleur a complètement quitté son visage. Comment? Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Tu es devenue négligente. Et maintenant, tout s'effondre. Ryan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, ma voix était froide, contrôlée. Je veux que tu sois parti de cette maison d'ici demain. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. Regarde-moi faire. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo du box de stockage. J'ai des preuves de tout. L'argent que tu as volé à l'entreprise. L'argent que tu as pris de l'héritage de ma mère. La liaison. Tout. Mandy s'est effondrée sur une chaise, les mains tremblantes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je divorce et je demande la garde exclusive de Lily et Jacques. Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai croisé son regard.
Nous savons tous les deux que Jacques n'est pas de moi, n'est-ce pas? La façon dont son visage s'est décomposé m'a tout dit. Mandy a refusé de quitter la maison. Pendant 3 jours après notre confrontation, nous avons vécu comme des étrangers hostiles sous le même toit. Elle s'était installée dans la chambre d'amis et passait le plus clair de son temps au téléphone avec des avocats, ses parents, ou à pleurer dans la salle de bain. Ses parents m'ont appelé le 4e jour. Richard et Susan Blake, le couple parfait du Connecticut qui m'avait toujours traité comme si je n'étais pas tout à fait assez bien pour leur fille. Ryan, c'est quoi ces bêtises de divorce, a exigé Richard. Amanda dit que vous êtes déraisonnable. Vous a-t-elle parlé de Craig? De la liaison qu'elle a depuis 1 an? Silence. Puis la voix de Suzanne, vive et défensive. Notre fille dit que vous avez été un mari négligent. Toujours au travail, jamais à la maison. Pouvez-vous lui en vouloir de chercher de la compagnie ailleurs? J'ai éclaté de rire. De la compagnie? C'est comme ça qu'on appelle l'adultère maintenant? Ne prenez pas ce ton avec nous, a aboyé Richard. Amanda a fait une erreur. Mais le mariage, c'est le pardon. Vous avez fait des vœux, Ryan. Pour le meilleur et pour le pire. Elle a volé 45 000 $ du fonds d'études de nos enfants. Elle fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds dans son entreprise. Elle m'a laissé élever l'enfant d'un autre homme en me mentant en face. Mais bien sûr, parlons de mon ton. C'est un mensonge vicieux, la voix de Suzanne était stridente. Amanda ne ferait jamais. Croyez ce que vous voulez. Mais je divorce d'elle, et j'obtiens la garde exclusive de Lily. Jacques peut aller avec son vrai père, ça m'est égal. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mais le rappel a rendu une chose claire, Mandy avait raconté sa version de l'histoire, se présentant comme la victime. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Mon avocat, David Chain, était un pitbull spécialisé dans les divorces très conflictuels. Elle demande 70% de tous les actifs, la garde exclusive des 2 enfants, et 8 000 $ par mois de pension alimentaire, m'a dit David lors de notre réunion. Son avocate prétend que vous étiez émotionnellement abusif et que vous la contrôliez financièrement. C'est insensé. Je travaillais pour subvenir à ses goûts de luxe pendant qu'elle couchait avec son collègue. Je sais. C'est pourquoi nous allons l'enterrer. David a ouvert sa mallette. Nous avons les preuves du box de stockage montrant qu'elle a détourné des fonds matrimoniaux. Nous avons le test ADN prouvant que Jacques n'est pas de vous. Nous avons l'enquête de son entreprise sur le détournement de fonds. Et nous avons le témoignage d'Isabella sur la liaison. Est-ce que ce sera suffisant? Ce sera suffisant pour détruire sa crédibilité. Mais Ryan, vous devez être préparé. Ça va devenir moche. Elle est désespérée, et les gens désespérés font des choses désespérées. Il avait raison. 2 jours plus tard, Mandy a demandé une ordonnance d'éloignement, affirmant que je l'avais menacée et qu'elle ne se sentait pas en sécurité chez nous. C'était une pure fiction, mais cela m'a forcé à quitter ma propre maison pendant 2 semaines jusqu'à l'audience. J'ai emménagé dans un motel près de l'usine, vivant de plats à emporter et de rage. Isabella m'envoyait des nouvelles des enfants tous les jours. Lily n'arrêtait pas de demander quand papa rentrerait. Jacques ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas là pour le border. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement a été brutale. Mandy s'est présentée avec son avocate, une requin nommée Patricia Dawson, spécialisée dans le fait de plumer les hommes. Ma cliente vit dans la peur, a déclaré Dawson au juge. Monsieur Cooper a été erratique, agressif et a proféré des menaces contre sa sécurité. David s'est levé. Votre honneur, c'est une tentative transparente de prendre l'avantage dans la procédure de divorce. Monsieur Cooper n'a jamais menacé sa femme. Ce qu'il a fait, c'est découvrir des preuves accablantes de son adultère, de son détournement de fonds et de sa fraude. La juge, une femme à l'air fatiguée nommée Barbara Wilson, a examiné les documents. Maître Dawson, avez-vous des preuves de ces menaces? Le témoignage de ma cliente, votre honneur. Ce n'est pas une preuve. C'est une allégation. La juge Wilson a regardé Mandy. Madame Cooper, votre mari vous a-t-il déjà fait du mal physiquement? Non, mais... Vous a-t-il menacé de vous faire du mal d'une manière dont un tiers a été témoin? Mandy a hésité. Pas exactement, mais la façon dont il me regarde. Je rejette l'ordonnance d'éloignement, a déclaré sèchement la juge Wilson.
Cela semble être un différend domestique instrumentalisé devant le tribunal de la famille. Monsieur Cooper, vous pouvez retourner à votre domicile. Je reverrai les deux parties ici dans 30 jours pour l'audience préliminaire de garde. Je suis sorti de cette salle d'audience avec le sentiment d'avoir gagné une petite bataille dans une guerre beaucoup plus grande. 3 semaines plus tard, tout a changé. J'étais au travail, enfin de retour au service régulier des pylônes après que mon patron ait décidé que la pression de l'affaire de Mandy s'était suffisamment calmée, quand Isabella a appelé, la voix paniquée. « Monsieur Cooper, vous devez rentrer tout de suite. Jacques est très malade. L'ambulance est là. » J'ai roulé à 145 km/h pour retourner à Seattle, le cœur dans la gorge. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Mandy était déjà là, faisant les 100 pas devant les urgences pédiatriques. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je exigé. « Il a fait une crise », a-t-elle dit, le visage strié de larmes. « Il jouait avec Lily et puis il s'est juste effondré. Ils font des tests maintenant. » Nous sommes restés assis dans la salle d'attente dans un silence tendu. Quoi qu'il y ait entre nous, Jacques était toujours le petit garçon que nous avions tous les deux élevé. La biologie ne changeait rien à 3 ans de couche, de premiers mots et d'histoire du soir. Le médecin est sorti 2 heures plus tard, l'expression grave. M et Madame Cooper. Jacques a une méningite bactérienne. C'est grave, mais nous l'avons détecté tôt. Nous l'avons mis sous antibiotiques, mais les 48 prochaines heures sont critiques. Ils ont déplacé Jacques en soins intensifs pédiatriques. Il avait l'air si petit dans ce lit d'hôpital, des tubes et des fils partout, son visage pâle sur les draps blancs. Mandy et moi nous sommes relayés à son chevet, aucun de nous ne voulant partir. La deuxième nuit, vers minuit, Mandy m'a finalement parlé. « C'est de ma faute », a-t-elle murmuré, fixant le visage endormi de Jacques. « Tout ça. J'ai détruit notre famille et maintenant Jacques en paie le prix. » Je voulais argumenter, lui dire que la méningite n'avait rien à voir avec sa liaison. Mais en regardant mon fils parce qu'il était toujours mon fils à tous les égards importants, j'ai senti la colère s'évanouir, remplacée par l'épuisement. « Il va s'en sortir », ai-je dit tranquillement. « Comment le sais-tu ? » « Parce qu'il est costaud, comme son père. » J'ai fait une pause. « Comme le père qu'il a élevé. » Mandy s'est mise à pleurer. « Ryan, je suis tellement désolé pour tout. Pour Craig, pour l'argent, pour Jacques. J'ai ruiné tout ce qui était bon dans ma vie. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Une notification par email. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'était de la société de test ADN. L'objet disait « Résultat demandé, urgent ». Je l'ai ouvert, confus. Je n'avais demandé aucun nouveau test. Mais ensuite, j'ai vu que c'était un rapport corrigé. Ma main s'est mise à trembler en lisant « Correction du rapport précédent ». En raison d'une erreur de laboratoire, les résultats précédents ont été rapportés de manière incorrecte. Les résultats corrigés montrent une probabilité de paternité de 97%. Le père présumé n'est pas exclu en tant que père biologique. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne prennent sens. Jacques était mon fils. Le laboratoire avait fait une erreur. Mon fils était mon fils. J'ai regardé Mandy, puis Jacques, puis de nouveau mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Mandy, voyant mon expression. Je lui ai montré l'email sans un mot. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. « Oh mon Dieu, Ryan. Je te jure que je ne savais pas. Quand tu as dit qu'il n'était pas de toi, je crois que je t'ai cru. Je n'aurais jamais. » Alors, l'aventure a commencé après la naissance de Jacques, ai-je dit lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. Elle a hoché la tête, misérablement. Environ 10 mois après. J'étais épuisé, tu travaillais tout le temps, et Craig était juste là, à me prêter attention, à me faire sentir comme plus qu'une simple maman fatiguée. Alors tu as couché avec lui? Oui. Sa voix était à peine audible. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, regardant mon fils respirer, et j'ai senti la dernière parcelle de mon mariage mourir. L'erreur de l'ADN m'avait rendu mon fils, mais elle ne changeait rien à la trahison de Mandy. Au contraire, savoir qu'elle avait été fidèle pendant ma grossesse rendait la liaison qui a suivi encore plus calculée. Ça n'a pas d'importance, ai-je finalement dit. Erreur de laboratoire ou pas, c'est fini entre nous. Je garde les 2 enfants,
et tu devras leur expliquer un jour pourquoi maman ne vit plus avec eux. Mandy a ouvert la bouche pour protester, mais Jacques a bougé, ses yeux s'entr'ouvrant. Papa, a-t-il murmuré. Je me suis immédiatement approché de son lit, prenant sa petite main. Je suis là, mon pote. Papa est là. Maman aussi. Mandy s'est approchée de l'autre côté du lit. Oui, bébé. Nous sommes tous les deux là. Pendant ces quelques minutes, nous étions de nouveau une famille. Mais c'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Jacques s'est remis de la méningite après 5 jours à l'hôpital. Les résultats ADN corrigés m'avaient rendu mon fils, mais ils m'avaient aussi forcé à tout réévaluer. La liaison de Mandy avait commencé quand Jacques avait 10 mois, pas avant. Elle avait été fidèle pendant la grossesse et les premiers mois épuisants, puis avait trouvé Craig quand elle s'était sentie négligée et dépassée. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais cela compliquait le récit que je m'étais construit dans ma tête. 2 semaines après le retour de Jacques à la maison, Mandy s'est présentée à la maison sans prévenir. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, avec 2 valises et les yeux injectés de sang. J'ai besoin de prendre quelques affaires, a-t-elle dit tranquillement. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle est passée devant moi, évitant mon regard, et est montée à l'étage. Je l'ai suivie, ne lui faisant pas confiance seule dans la maison. Elle a fait ses valises méthodiquement. Vêtements, articles de toilette, albums photos. Sa main tremblait en pliant un pull. Où vas-tu? Ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte. Chez mes parents, dans le Connecticut. L'entreprise m'a officiellement licencié la semaine dernière. Les poursuites pour détournement de fonds avancent. Mon avocat dit que je risque probablement une mise à l'épreuve et un dédommagement. Peut-être de la prison si le procureur insiste. Elle a ri amèrement. Craig ne répond plus à mes appels. Il s'avère qu'il n'est pas intéressé par une femme qui fait face à des accusations criminelles. Choquant, ai-je dit sèchement. Elle s'est tournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Je sais que tu me détestes. Je le mérite. Mais s'il te plaît, Ryan, ne punis pas les enfants pour ce que j'ai fait. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui les fait passer en premier. Ce n'est pas toi. Je peux changer. Je vais changer. Tu aurais dû changer avant de détruire notre famille. Elle a fermé sa valise et est passée devant moi, s'arrêtant à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout. Surtout pour Jacques. Quand tu m'as montré ce premier test ADN, je crois que je l'ai cru. J'étais prête à tout te dire sur Craig, à tout avouer. Mais ensuite les résultats corrigés sont arrivés. Et j'ai réalisé que j'avais été fidèle plus longtemps que je ne le pensais. Elle a essuyé ses yeux. Ça ne rend pas ce que j'ai fait meilleur, je sais. Non, en effet. Après son départ, je me suis assis dans la maison vide et j'ai senti le poids de tout s'abattre sur mes épaules. J'avais les enfants, la maison et mon travail, de justesse. Mais j'étais aussi seul, confronté à la monoparentalité et à une bataille juridique qui pourrait épuiser le peu d'économie qu'il me restait. Isabella m'a trouvé là 1 heure plus tard. Monsieur Cooper, ça va. Non, ai-je admis, mais ça ira. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme que je ne connaissais pas. Monsieur Cooper, je m'appelle Ella Croft. Je suis une amie de Tom, votre détective privé. J'ai froncé les sourcils. D'accord. Tom m'a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. J'anime un groupe de soutien pour les personnes traversant des divorces difficiles. J'ai pensé que vous voudriez peut-être assister à une réunion. Je ne suis pas vraiment du genre groupe de soutien. Je comprends. Mais nous avons aussi des ressources. Planification financière, conseil juridique, réseau de garde d'enfants, des choses qui pourraient vous aider à vous remettre sur pied. Quelque chose dans sa voix m'a fait reconsidérer. Où vous réunissez-vous? Ce jeudi-là, j'ai assisté à ma première réunion. C'était dans le sous-sol d'une église, une quinzaine de personnes assises en cercle, partageant leurs histoires. Elle a dirigé le groupe avec une efficacité tranquille. Une femme d'une 40aine d'années avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai été bref. Je m'appelle Ryan. Ma femme m'a trompé, a volé de l'argent et a failli me faire perdre mes enfants. Je suis ici parce que je ne sais plus du tout ce que je fais. Le groupe a hoché la tête avec sympathie. Pas de jugement, pas de platitude,
juste de la compréhension. Après la réunion, Ella s'est approchée de moi. Vous avez bien fait ce soir. Se montrer, c'est la moitié du chemin. Et l'autre moitié? Découvrir qui vous êtes sans elle. Elle a souri. Ça devient plus facile, je vous le promets. Au cours des semaines suivantes, je me suis surpris à attendre avec impatience ces réunions du jeudi. Le groupe est devenu une bouée de sauvetage. Des gens qui comprenaient ce que je traversais sans que j'aie à m'expliquer. Et là, il y avait quelque chose chez elle qui me faisait me sentir moins seul. Mais je n'étais pas prêt pour plus que de l'amitié. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. L'audience finale du divorce a eu lieu 10 mois après cette nuit à la fête de travail de Mandy. La juge Wilson a examiné toutes les preuves, la liaison, la condamnation pour détournement de fonds. Mandy avait plaidé coupable en échange de 2 ans de probation et d'un dédommagement, le box de stockage, les mensonges. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus, a déclaré la juge Wilson depuis son siège. Madame Cooper, vos actions démontrent un schéma de malhonnêteté et d'irresponsabilité financière qui vous rend inapte à la garde principale. L'avocate de Mandy a tenté d'argumenter, mais la juge l'a interrompu. Monsieur Cooper obtient la garde physique et légale principale des 2 enfants mineurs. Madame Cooper aura des visites supervisées 2 fois par mois. Le domicile conjugal reste à Monsieur Cooper. Madame Cooper paiera 65% des dépenses des enfants et remboursera à Monsieur Cooper 45 000 $ pour les fonds d'héritage. Détourné. C'était fini. J'avais gagné. Mandy était assise à la table des accusés, pleurant silencieusement. Ses parents, qui avaient pris l'avion pour l'audience, semblaient sous le choc. Ils avaient enfin vu les preuves pendant le procès. Toutes. Et l'image de leur fille parfaite s'était brisée. Richard m'a approché dans le couloir après. Je vous dois des excuses, a-t-il dit avec raideur. Nous ne connaissions pas l'étendue de ce qu'Amanda avait fait. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je corrigé. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Il a hoché la tête lentement. Pouvons-nous encore voir les petits-enfants? Cela dépend des tribunaux et de leur calendrier de visite supervisé avec Mandy. Mais je n'empêcherai pas Lily et Jacques de vous connaître, si vous pouvez être honnête avec eux. 8 mois plus tard, les choses sont différentes, meilleures. J'ai obtenu une promotion au travail. Mon patron a finalement reconnu que le drame du divorce était terminé et que j'étais redevenu fiable. L'augmentation m'a aidé à reconstituer mes économies et à pouvoir garder Isabella à plein temps. Lily s'épanouissait en première année de primaire. Jacques avait commencé la maternelle et se faisait déjà des amis. Il voyait Mandy 2 fois par mois dans un centre supervisé. Et bien que ce ne soit pas idéal, il s'adaptait. Et là, elle est devenue une bonne amie. Nous avons pris un café quelques fois. Rien de romantique, juste 2 personnes qui comprenaient ce que signifiait se reconstruire après une dévastation. Elle avait traversé son propre divorce 3 ans plus tôt et en était sortie plus forte. Tu penses à ressortir avec quelqu'un, a-t-elle demandé un après-midi alors que nous regardions nos enfants jouer au parc. Sa fille avait à peu près l'âge de Lily. Peut-être, un jour, ai-je dit. Pour l'instant, je me concentre sur les enfants. C'est sain, a-t-elle souri. Mais ne te ferme pas pour toujours, Ryan. Tu mérites d'être heureux. J'ai regardé Jacques courir à travers l'air de jeu, son rire porté par la brise. Lily le poussait sur les balançoires, son visage rayonnant de joie. Ils étaient heureux, stables, aimés. Je suis heureux, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. La trahison fait encore mal parfois, tard dans la nuit quand la maison est silencieuse, mais c'est une douleur sourde maintenant, pas la douleur aiguë d'avant. Mandy m'avait pris beaucoup de choses. Ma confiance, mon mariage, mes économies. Mais elle n'avait pas pris ce qui comptait le plus. Mes enfants m'appelaient toujours papa. Ils couraient toujours vers moi quand ils avaient peur, mal ou étaient excités. Ils me regardaient toujours comme si j'avais décroché la lune. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de Lily et Jacques jouant ensemble. Mon avenir, c'était eux maintenant, pas elle. Et cet avenir s'annonçait plutôt radieux.